Un plan à la Prigojine se trame au Sahel. Menace imminente d'atteinte des forces néocolonialistes et impérialistes contre la vie d'un dirigeant de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette information est d'une importance capitale et pourrait, si on la néglige, nous faire assister à un grand malheur. Les ennemis de la souveraineté de l'Afrique sont déterminés à porter atteinte à la vie d'un grand dirigeant africain et menacer de facto certains équilibres sous-régionaux pour faciliter la déstabilisation de plusieurs États clés de la région sahélienne. Oui, je le répète, ceci n'est pas un jeu, car il s'agit de la vie d'un homme et de la survie de plusieurs peuples. Chris Yapi, grâce au concours d'un agent des services de renseignement extérieur d'un pays occidental, a réussi à entrer en possession d'une information de la plus haute importance sécuritaire. Il s'agit d'une menace relative à l'intégrité physique de l'un des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les services secrets français, en relation étroite avec la CIA, ont décidé de reprendre la main dans la sous-région ouest africaine qui, selon eux, est en train de tomber dans la sphère d'influence de la Russie. Cette région, qui est traditionnellement leur précaré, est en train de basculer dans le giron de la Russie. Ils ne peuvent pas accepter cela. Ils ont estimé que ce basculement historique contrevient gravement à leurs intérêts économiques, diplomatiques, militaires et géostratégiques et qu'il faut l'arrêter à tout prix. Pour cela, il a été décidé que la meilleure solution et la plus facile à mettre en œuvre est de liquider physiquement l'un des chefs d'État de l'AES. Lequel? Notre source nous le révélera dans les jours à venir. Mais pour l'heure, il faut que vous sachiez que le plan est sur la table et les préparatifs sont avancés, même très avancés. Selon nos informations, il est même question que le plan de l'élimination soit exécuté d'ici la fin du mois de décembre. À moins que cette enquête, qui dévoile le plan conçu pour tuer un des chefs d'État de l'AES, ne contribue à faire échouer ce macabre plan. De deux choses l'une. Soit, après lecture de mon enquête, les trois chefs d'État s'interdisent tout déplacement par aéronef, je répète, qu'ils stoppent net tout déplacement par aéronef, le temps que nous puissions avoir tous les fils du filet, ou bien alors, l'ennemi, sentant son plan à moitié découvert, renonce momentanément. Toutefois, sachez bien que ce plan d'élimination physique d'un des chefs d'État de l'AES aura lieu quitte à échouer, car les grandes puissances impérialistes ne renoncent jamais à leurs intérêts. Aujourd'hui, l'AES est considérée par les États-Unis et la France comme étant une menace gravissime pour leur survie et la survie de leur suprématie et leur hégémonie en Afrique, voire dans le monde entier. Il faut savoir que le scénario d'une intervention militaire a été jugé très risqué, car les États africains sont traversés par un nationalisme farouche qui peut conduire les populations à se battre jusqu'au dernier pour contrer l'occupant. De plus, la présence d'officiers instructeurs et de nouveaux équipements fournis par la Russie à ces États rend l'opération hautement risquée. Les néocolonialistes et les impérialistes ont tout naturellement opté pour la lâcheté absolue, leur spécialité. Le plan finalement adopté est celui qui a été utilisé par les mêmes pour éliminer Evgeny Prigojine, le fondateur de la milice Wagner en Russie. Le plan adopté consiste à placer un engin explosif à bord d'un avion ou d'un hélicoptère que le chef d'État visé empruntera et que l'on fera détonner en plein vol pour provoquer une explosion mortelle ou un crash de l'appareil que l'on imputerait à un défaut d'entretien ou à la vétusté de l'aéronef. Ce plan, bien que risqué, est considéré comme moins périlleux qu'une intervention militaire directe. Pour comprendre le contexte de ce plan, il convient de rappeler l'élimination d'Evgeny Prigojine, fondateur du groupe mercenaire Wagner, impliqué dans des opérations militaires en Ukraine,
en Syrie et en Afrique. Le 23 août 2023, l'avion transportant Prigojine, un bombardier Challenger 604, s'est écrasé dans la région de Tver en Russie. Toutes les personnes à bord, y compris Prigojine et son bras droit, Sergueï Outkin, ont péri dans l'accident. Pourquoi les services secrets occidentaux voudraient assassiner l'un des chefs d'État de l'AES? Simplement pour empêcher la Russie de s'implanter durablement en Afrique sahélienne, où la France et les États-Unis ont des bases militaires. La présence de la Russie, sur le plan géopolitique, pourrait lui permettre de disposer de bases militaires dans la région et d'un accès probable à la mer Méditerranée pour contourner les positions de l'OTAN dans la région. La réalité incontestable est que ces dernières années, la Russie a réussi à étendre son influence en Afrique sahélienne en établissant des partenariats diplomatiques, militaires, économiques, culturels et scientifiques avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette influence grandissante constitue un défi pour la prédominance traditionnelle de la France, des États-Unis et des pays occidentaux dans la région. Prenons les choses cas par cas. D'abord le Mali. Depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta au pouvoir en août 2020, la coopération entre le Mali et la Russie s'est intensifiée. Sur le plan militaire, la Russie a fourni un arsenal impressionnant, dont des avions de guerre, des hélicoptères de combat, des radars de dernière génération et des millions de munitions. Diplomatiquement, la Russie a soutenu le Mali face à l'hostilité française, renforçant ainsi son indépendance. Le Mali, qui a longtemps souffert de la tutelle pesante et nullement fructueuse de la France et de l'Occident, a pris des mesures radicales en évinçant les forces françaises et européennes des opérations Barkhane et Takuba et s'est retiré de la force G5 Sahel qui n'était qu'un sous-traitant de l'armée française. Le Mali est en train de se débarrasser de l'occupation impérialiste déguisée dans les forces de l'ONU, la MINUSMA. Ensuite, le Burkina Faso. Sous la direction du vaillant et visionnaire capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris ses distances avec la France en annonçant la fin de la coopération militaire en octobre 2022. Cette rupture a été suivie du retrait des troupes françaises du Burkina Faso. Les nouveaux alliés de ce pays, la Russie, la Chine et la Turquie, ont conclu des accords pour la fourniture de véhicules blindés, de drones et de systèmes de communication, marquant une vraie montée en puissance de l'armée burkinabé et inaugurant un changement significatif dans les alliances régionales. Les hordes terroristes en bavent depuis lors au pays des hommes intègres. Puis le Niger. Sous le leadership serein du général Abdourahmane Tiani, le Niger a dénoncé les accords européens relatifs à la gestion des migrations, au nom desquels ce pays devait empêcher tous les Africains qui souhaitaient se rendre en Europe via le Maghreb de traverser son territoire. Le pays a également dénoncé 2 accords signés avec l'Europe. Le Cap Sahel, une mission civile, et l'EMPM, une mission militaire. Surtout, le Niger a récemment accueilli le vice-ministre de la Défense russe avec une forte délégation pour renforcer la coopération dans le domaine de la défense. Le trio de l'Alliance des États du Sahel n'est pas en reste. Last but not the least, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de résilier les accords fiscaux avec la France, au nom desquels les entreprises françaises étaient dispensées de payer l'impôt sur le territoire de ces États. Le summum de leur nouvelle orientation politique est leur volonté commune de quitter le franc CFA en faveur d'une nouvelle monnaie régionale. Cette indépendance affichée vis-à-vis de l'Occident a des conséquences géopolitiques concrètes. Faut-il rappeler que le colonel Kadhafi, guide de la révolution libyenne, a été éliminé en 2011 juste parce qu'il voulait créer une monnaie africaine basée sur les énormes réserves d'or, de devises,
de gaz et de pétrole libyen? Au niveau diplomatique, les exemples du Mali, du Burkina Faso et du Niger pourraient inciter d'autres pays de la région à considérer leurs alliances en fonction de leurs intérêts nationaux, avec une inclinaison possible vers la Russie. Au niveau des organisations régionales, le retrait de la CEDEAO par ces pays pourrait perturber les dynamiques régionales et déséquilibrer le fonctionnement de la BCEAO, la pseudo-banque centrale ouest-africaine, actuellement contrôlée par le néocolonialisme français. Il y a également la crainte soulevée par plusieurs diplomates de l'émergence d'un nouvel axe Moscou-Dakar, centré essentiellement sur le domaine militaire, qui pourrait attirer des États comme le Togo et le Bénin, qui eux aussi font face à un terrorisme naissant. Des États dont les dirigeants connaissent bien la duplicité des vrais déstabilisateurs du Sahel, les chefs de l'OTAN. Au niveau économique, l'influence russe pourrait apporter des investissements, des projets d'infrastructures et des accords commerciaux dans les États partenaires, et ces investissements pourraient susciter l'intérêt, voire l'appétit des pays voisins. Enfin, l'éviction de la France au profit de la Russie pourrait créer des tensions entre des pays africains, car certains voudront à tout prix rester dans le giron français et occidental, tandis que d'autres y verraient une opportunité de diversification. Pour empêcher la Russie de parvenir à s'imposer comme un nouvel acteur majeur dans la région sahélienne et remettre en cause l'hégémonie de la France et des États-Unis sur le continent, il faut donc, selon les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux, couper les têtes de pont de cette stratégie d'influence. C'est pourquoi l'un des chefs d'État de l'AES est visé pour être éliminé. Ce faisant, une guerre de succession sur fond de rivalités internes fera jour dans le pays concerné et conduira à une guerre civile. Cette guerre civile signera le retour de la France pour mettre fin au massacre et redonnera un nouvel élan aux mouvements terroristes qui sont en pleine déconfiture actuellement. Voici donc le plan macabre arrêté. Dans sa prochaine enquête, Chris Yapi vous révélera le nom du chef d'État, membre de l'AES, qui doit être exécuté en premier. En disant, je vais vous appeler frères et sœurs, c'est pour qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous, Burkinabés, il y a certains de nos frères, notre comportement n'est pas bon. Notre comportement n'est pas bon. Quand je prends le cas de Djibo, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel que l'intervention a eu lieu, tel que les gens sont descendus sur Djibo, il y a eu des informations que l'ennemi a eues. Qui leur a donné ces informations? Parce que si on dit, par jour, nous n'avons pas assez de moyens. Les moyens, même malgré que les Burkinabés cotissent pour le moment, on n'est pas encore au top. On est en train de monter, mais on n'est pas encore au top. Si on dit que les moyens que nous avons là, le nombre de drones qu'on a pour couvrir le pays, comme ce n'est pas assez, il faut entretenir. Ça peut pas, si ça ne peut pas rouler 24 heures sur 24, et qu'on programme, bon, ça va rouler chaque jour de 10 heures à 13 heures. 10 heures à 13 heures. C'est un exemple que je donne. Je ne vais pas donner les vraies réalités parce que les murs ont des oreilles. Mais si on dit que ça quitte de 10 heures à 13 heures, et que dès 13 heures, ces drones descendent pour réparation, pour entretien, et en même temps les gens déferlent sur une ville, qui a donné l'information que les drones ne sont pas en l'air? Est-ce qu'on est sérieux? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Heureusement, la chance qu'au moment où ces drones étaient en train de descendre, ces militaires que Dieu ont bénis, qui sont venus aussi pour accompagner le pays et puis le sauver, ont estimé, bon, il y a un qu'il faut laisser cacher à quelque part. Malgré qu'il faut le laisser cacher à quelque part, les gens ont su qu'il y avait un drone qui était toujours en l'air. Qui leur a donné les moyens là pour savoir qu'il y avait un drone qui était en l'air? Voilà pourquoi j'ai dit que il faut qu'on comprenne que le pays a mal. N'importe qui ne peut pas détenir une telle information donnée à l'ennemi. Pourquoi nous faisons ça à notre propre pays? Bon, c'est pour dire que ce que vous venez de faire, c'est énorme. Mais il se peut que d'ici là, le chef de l'État s'adresse à la nation. Nous avons dit et répété que si les Burkinabés mettent la main à la poche, si les Burkinabés se sacrifient, ce terrorisme-là, on n'a pas 3 mois à faire avec. On n'a pas 3 mois. C'est pour dire quoi? Les Burkinabés se sont sacrifiés. Ils sont en train de se sacrifier, mais il se peut que
Comme ils ont estimé que notre élément est un élément nodal, c'est chez nous qu'il faut frapper à voir pour pouvoir s'installer. Il se peut que le chef de l'État demande davantage aux Burkinabés de se réunir et de se sacrifier davantage pour qu'on puisse tenir. Ils sont en train de creuser le pont. Quand ils vont creuser, trouver que le pont est tenable et qu'il ne peut pas le faire casser, ça sera notre victoire, le début de notre victoire surtout. Aujourd'hui, nous avons le feu, mais le peuple a encore besoin du feu. Les armées qui sont au front ont encore besoin de feu. Donc on peut dire, si on dit seulement qu'on a 7 milliards, c'est comme si c'était posé. Non, ça sort. On a la chance qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand nous faisons des commandes là, à moins de quelques moments, les commandes rentrent. Ceux auxquels on commandait et puis bloquaient nos armes là, on a mis notre vie en sacrifice, on les a mis de côté. Nous commandons avec ceux qui peuvent nous livrer les armes pour combattre. Donc il faut que le peuple comprenne et nous accompagne. Quand on va aux Nations Unies et qu'on a le courage de tenir un discours au monde entier, c'est qu'on est parti, pas forcément pour revenir. Quand on revient ou pas là, il y a des enfants dans le pays qui vont continuer le travail. Toutes les missions qu'on fait aujourd'hui là, c'est comme ça. Parce que tu fais des calculs en disant qu'on t'a envoyé en mission au nom du pays. Toi, tu t'envoies, tu es sûr de revenir, tu ne feras pas ton travail. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Vous avez vu ça, peut-être même d'ici là, ça va commencer à circuler sur les réseaux. Ils disent quoi? S'ils n'arrivent pas à prendre une ville en mai d'ici janvier, il faut tout faire cibler les cortèges ministériels. Il faut que les ministres tombent. Mais pour que s'il y a un cortège ministériel, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui dise que le ministre là, il a telle mission, il doit se déplacer, il doit prendre telle route. Il donne cette information à l'ennemi. C'est une façon de dire quoi? Donc on n'a qu'à rester cloîtré à Ouagadougou, ne pas regarder nos frères qui souffrent dans les régions, ne pas nous déplacer. Nous allons nous déplacer. C'est Abidjan que pourra. Voilà pourquoi nous disons aussi, il ne faudrait pas seulement compter sur un seul morceau, dire que les morceaux sont bons et les laisser eux seuls. Il faut que le gouvernement soit accompagné. Si le gouvernement n'est pas accompagné, si vous dormez, ce n'est pas qu'on va nous enlever emprisonnés. Il y aura des exécutions. Ce n'est pas des enfants de cœur. Mais le Burkina Faso a démarré, il est sur la bonne voie. En toute sincérité, il est sur la bonne voie. Et il est sur la bonne voie parce que il y a un certain type de morceaux au niveau des responsables administratifs à tous les niveaux qui ont décidé de dire nous mettons notre vie dans la balance pour que le pays puisse tenir. C'est pas des choix faciles, mais ce sont des choix à assumer. Nous, on est là, on n'attend pas forcément que demain, on va dire quand on aura la victoire, nous serons en vie. C'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est que le Burkina soit victorieux, qu'on soit vivant ou pas. Donc, on ne peut pas être sur cette voie et qu'à faire des calculs, des questions de 5 000, de 2 000, de 3 000. On n'est pas à ça près. La vie déjà coûte combien? Quand tu la perds là, est-ce qu'il y a un montant qu'on peut déposer pour réveiller quelqu'un? Non. Donc, si tu te lèves, tu vas en mission, tu sais très bien, tu ne sais pas, depuis que tu préparais la mission, puisque tu ne peux pas te lever aussi sans signer un ordre de mission. Tu ne peux pas te lever sans communiquer pour qu'on t'attende de l'autre côté. Les gens ont tous les moyens sophistiqués. Mais maintenant, si même c'est parmi vos propres frères du pays qui doivent donner l'information, vous savez très bien aussi, ils achètent. Ils ont les moyens, ils donnent les moyens aux gens. Donner 10 millions, 15 millions à quelqu'un pour qu'il puisse indiquer un itinéraire d'un micro, c'est combien? C'est quoi chez eux? De toute façon, le franc, c'est pas là. C'est eux qui tirent ça. C'est eux qui ont les papiers, c'est eux qui ont les machines qui tirent. Quand ils te donnent 10 millions, 15 millions pour pouvoir indiquer un itinéraire qui t'abatte là, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, c'est pour dire que vous avez la chance, moi je ne parle pas seulement de moi. Vous avez la chance qu'à la tête du pays, il y a des gens qui se sont engagés. Il y a des gens qui sont prêts à faire leur vie pour que ce pays-là puisse rester debout. Et nous sommes confiants. Sur le terrain là, ça bouge. Ça avance. Mais nous avons davantage besoin de nous sacrifier davantage. Pour se sacrifier. Et c'est ce que vous venez de faire ce soir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.